He finds space for the shot. He does! He does! And Chelsea lead by 3-0. And Giroud! He's come up with it. Chelsea are the champions. Their third title under Mourinho. They're fourth in the Premier League. They're fifth in all 60 years. Salut les gens, bienvenue sur le podcast God Save the Foot, émission 100% foot anglais où on revient sur l'actualité de la Première Ligue. Je suis en compagnie de Donatien, fan de Swansea. Salut Donatien. Salut. Et également avec Quentin, fan de foot anglais à travers le compte Facebook et Twitter Free Kick. Salut Quentin. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors on va revenir ensemble sur la 6e journée de Première Ligue où les favoris donc assurent Manchester United, City, Chelsea et avec des prétendants qui essayent de tenir le rythme et des clubs qui ne rassurent pas du tout comme Crystal Palace, Bournemouth, West Ham. Et on va faire justement un focus sur l'énigme Swansea avec notre invité Donatien. Week-end difficile pour lui étant donné qu'il est également fan de Nantes. Et puis nous allons parler des deux Manchester également dans ce retour de Première Ligue qui se présentent en ce début de saison vraiment comme des favoris pour le titre. Alors messieurs, cette journée de Première Ligue au final nous a offert peu de surprises pour une fois. Je rappelle les scores. Alors West Ham s'est incliné face à Tottenham à domicile 3-2. Burnley et Huddersfield se sont séparés sur un score nul et vierge. Everton a gagné contre Bournemouth. Manchester City a éclaté Crystal Palace 5-0. Southampton s'incline à domicile contre Manchester United 1-0. Stoke City prend une volée contre Chelsea 4-0 à domicile. Swansea justement perd à domicile contre Watford 2-1. Leicester perd 3-2 contre Liverpool, un match vraiment intéressant. Et Newcastle perd contre Brighton 1-0. Et enfin, le dernier match qui a eu lieu hier soir, Arsenal s'impose contre West Bromwich 2-0. Alors messieurs, que retenez-vous finalement en quelques mots de cette journée ? Commençons par Donatien par exemple. Qu'est-ce que tu retiens de cette 6e journée de Première Ligue ? Que j'aime pas déjà beaucoup les arrêts de jeu quand c'est Swansea qui joue, pour commencer. Et ensuite, que ça va être très difficile d'aller chercher les favoris cette année parce que contrairement à d'autres saisons, on va dire que tous les gros sont présents d'entrée de jeu. Qu'il y a eu un couac ou deux sur les premières journées, genre Chelsea, mais après, là ça va commencer à être compliqué de vouloir les titiller quand on voit ne serait-ce que Everton qui avait fait un recrutement de fou qui se plante allègrement et qui n'est pas passé loin encore de la correctionnelle contre Bournemouth. Oui, c'est vrai. Puis, on rappelle par exemple au classement, les deux Manchester ont déjà 3 points d'avance sur Chelsea et surtout 5 points sur le 4e et 5e, Tottenham et Liverpool. Pour Everton, moi je suis d'accord parce que on attendait vraiment beaucoup de choses d'Everton. Moi je suis quand même sacrément déçu de ce début de saison et Coman, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas vraiment un dispositif qui tient la route par rapport à ses joueurs. Ils ont gagné 2-1 contre Bournemouth, on va dire en toute fin de match à peu près. Et c'est vrai qu'ils déçoivent un petit peu. Du coup, Donatien, tu veux peut-être rajouter d'autres choses sur cette journée ? Alors, tu as parlé des favoris. Non, pour l'instant, ça va. Je reviendrai dessus sur les tops et les flops après. Ouais, ça marche. Ouais. Quentin, du coup, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette journée ? Moi, ce que je retiens de cette journée, je vais être un petit peu plus contrasté concernant le match de Manchester United, surtout concernant la prestation de Southampton que j'ai trouvé plutôt bonne en fait, comparé à ce qu'ils avaient produit dans ce début de saison. On voit tout de suite en fait que quand Oriol Romeu est dans son match en fait, Southampton fonctionne bien mieux. C'était d'ailleurs le joueur le plus dangereux côté Saints. Face à un Manchester qui était, qui était un petit peu en dedans, j'ai trouvé. Ils ont trouvé la grâce exactement. Lukaku. Ouais. Ils ont eu besoin d'un Fellaini au milieu très costaud. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment pas trouvé ça très au point. Justement, par rapport à ça, 2 petites stats intéressantes. Southampton contre Manchester United, c'est 61% de possession sur le match et 14 tirs au but contre 9 Manchester United. Donc ça reflète ton idée que Southampton n'a pas été du tout ridicule, au contraire, en termes de stats, a dominé le match, mais au final perd contre Manchester United. Après, excuse-moi, c'est juste que c'est récurrent chez eux, parce que le premier match de saison, par exemple, c'était Swansea allait à Southampton. Il y a eu 28 ou 29 frappes pour Southampton, ça a fait 0-0. Ouais, c'est vrai. Mais genre dégueulasse.
Ouais, du coup, Quentin, ouais, tu voulais revenir peut-être sur autre chose. T'as retenu, Oui, rapidement. En Southampton. fait, dans ce match-là, j'attendais un duel avec impatience, en fait, un duel d'anciens Blues, Matic et Romeu. Et il faut le dire, on a souligné régulièrement les très bonnes prestations de Matic, en fait. Ouais. Et là, il faut reconnaître qu'il est quand même passé à travers son match et qu'il a été un petit peu bouffé par l'Espagnol. Je ne sais pas comment vous avez vu ce duel-là. Bah moi, pour être honnête, voilà, j'ai pas pu regarder tous les matchs et celui-là, je l'ai pas regardé. Donc, je peux pas vraiment commenter là-dessus. Donatien, est-ce que toi, tu l'as regardé ce match-là? C'était pile en même temps que Swansea, donc j'étais en train de me saigner des yeux à côté. Donc je n'ai pas pu me concentrer sur celui-ci. T'aurais peut-être dû regarder Southampton à la place, peut-être. Peut-être. Je pense qu'il y a possibilité que ce soit un peu mieux que ce que j'ai vu. Bah, c'est vrai que du coup, sur ce match-là, ce qu'on retient, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément regardé le match, c'est que Manchester United s'en sort bien, au vu des stats, au vu des commentaires aussi d'après-match. Voilà, encore un Lukaku qui est présent et qui est buteur une nouvelle fois, qui démarre vraiment une saison assez de manière tonitruante. Voilà, après, moi personnellement, ce que je retiens de cette journée, ce serait la performance de Chelsea et surtout la performance de Morata. On en a beaucoup parlé dans la presse. Antonio Conte l'a dit avant le match justement que Morata, je crois que c'était avant la 5e journée, il a dit que Morata commence à s'adapter et qu'il s'installe petit à petit justement. Et là, après, il faut pas se leurrer, Stoke City, en termes de défense sur ce match, c'est une catastrophe. Moi, j'ai rarement vu un match où la défense était aussi mal alignée, etc. Mais la performance de Morata est quand même à souligner. Alors, il met un triplé, certes, mais il y a quand même des buts. Il y a un but où il part de 50 mètres et de vitesse, il bat la défense de Stoke et il met la balle au fond. Morata, moi, je le porte pas du tout dans mon cœur, ce joueur. Personnellement, je l'aime pas forcément et je suis pas convaincu par cet homme. Mais force est de constater que sur ce match et sur ce début de saison, il prouve une chose, c'est qu'il a la confiance du coach et que ça joue justement sur sa confiance face au but. Et là, personnellement, j'ai trouvé son but là quand il part de 50 mètres, c'est assez impressionnant. Je sais pas quel est votre avis sur ce joueur justement de Chelsea. Alors Chelsea justement, ils ont trouvé un accord avec l'Atlético pour vendre Diego Costa au mois de janvier, il me semble. On s'est dit, moi quand j'ai vu arriver Morata, je me suis dit, Chelsea ils perdent au change quand même, parce que Costa c'est un joueur très complet et un joueur qui correspond parfaitement justement au jeu de la Première Ligue. Et en voyant Morata arriver, je me suis dit, déjà ils ont posé les billets et voilà, je n'étais pas convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez vous justement de ce nouvel attaquant de Chelsea ? Comment dire déjà pour revenir rapidement sur le match, parce qu'après il y a des chances que j'oublie ce que j'ai à dire là-dessus. Pour moi, le très gros flop en fait côté Stoke City, c'est Mark Hughes. C'est Mark Hughes, parce que comme tu l'as dit, il y a eu des gros défauts en défense, mais le seul gars qui arrivait à peu près à tenir la baraque, c'était Martin Cindy. Et il l'a fait sortir en plus. Ouais. Et il l'a fait sortir. Et c'est à partir de la sortie de Martin Cindy qu'on a commencé à avoir des espaces, mais dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs juste après la sortie qu'ils en prennent deux, quoi, hein, ouais, quasiment, Martin Cindy quasiment coup sur coup. Il sort à la 76e et Morata il met son deuxième et troisième but à la 77e et à la 82e. Donc là t'as raison, on a senti vraiment la différence. Et Stoke ils ont aligné une défense à 5. Alors, à 5, oui. C'est à 5 derrière, donc ils ont parqué le bus, puis au final ils en ont pris 4, donc il y a un problème quand même. Mais Stoke, personnellement, Stoke, je trouve c'est particulier comme équipe parce qu'ils sont pas du tout réguliers sur toutes les saisons. Vraiment sur ces dernières années, Stoke City c'est un club qui est capable de faire des belles choses sur 1-2 matchs et puis les 2 matchs suivants, soit ils prennent des branlées, soit ils perdent le match ou match nul. Ils n'arrivent pas à confirmer vraiment. Ils ont plutôt ils ont eu un recrutement assez intéressant avec Ressé là qui a justement surpris contre Arsenal notamment. Donc voilà, ouais. Après Stoke, c'est Mark Hughes justement. Moi, je suis pas convaincu non plus par ce coach-là. Son type de jeu, je sais pas ce que vous en pensez, mais Mark Hughes, il est toujours là, mais voilà, c'est pas beau. Ouais, moi, je trouve que Stoke City a un gros changement de philosophie depuis un an. Ils ont un changement de philosophie de jeu. On a connu le Stoke très très solide. Quand on parle de solidité, c'est physique, très dur sur l'homme. Aujourd'hui, on a tendance à plus se diriger vers des gabarits plus techniques, plus petits,
Ça se voit dans le recrutement, comme tu as dit, hein, sur les 2 dernières saisons. Ils font. Alors, Shaqiri, c'est peut-être il y a 3 ans qu'il est arrivé. Oui, il y a 3 ans, je crois. Oui. Il y a 3 ans, ils font Rezé, ils font Joe Allen. C'est pas du tout les gabarits de Stoke qu'on connaissait il y a 4-5 ans, quoi. C'est pas du tout dans cette direction-là que Mark Hughes veut revenir, quoi, en tout cas. Oui, voilà. Puis, par exemple, un joueur comme Boyan, qui est physiquement, moi pareil, je me suis posé des questions en première ligue, qu'est-ce qu'il allait faire. Bah voilà, là pour le coup, il est plus là. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur un autre match qui m'a vraiment plu. Ce match-là, justement, je l'ai regardé et ça m'a vraiment plu. C'est le match Leicester-Liverpool. Et Leicester, moi personnellement, quand je regarde Leicester, j'ai toujours l'image des champions, quoi, de la saison 2015-2016. Et là, ce match-là, donc ça a été particulier. Je voulais le voir parce que je savais qu'il allait y avoir des buts. Parce que quand tu regardes Liverpool, t'es sûr qu'ils en prennent au moins un dans le match. Liverpool, c'est bien, c'est du foot champagne. Klopp, il est très marrant sur son banc, etc. Et il prône un jeu offensif intéressant. Mais si tu as envie d'avoir des ambitions en Première Ligue et en Ligue des Champions, il va falloir quand même être un peu plus solide derrière. Alors, je rappelle le match. Donc Salah ouvre le score, Coutinho sur coup franc, justement, apporte le score à 2-0. Et juste avant la mi-temps, il y a Okazaki qui réduit le score. Après, Henderson met le 3-1 pour Liverpool. Et juste après, la minute d'après, Vardy, justement, met le deuxième but pour Leicester. C'est 3-2. Et là, tournant du match, à la 73e minute, Vardy manque le penalty. Quelqu'un qui est pourtant assez doué au niveau des pénaux. Les années précédentes, il y en a beaucoup marqué. Et au final, Leicester perd contre Liverpool 3-2. Est-ce que si vous avez regardé le match, que vous en avez pensé? Moi, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment le type de match Premier League, c'est-à-dire où ça va un peu dans tous les sens. Et ça nous permet de voir les faiblesses de Liverpool, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match, Donatien ou Quentin? Personnellement, je l'ai regardé, j'avais un double écran entre ça et le match du Borussia Dortmund. Et entre le Borussia Dortmund et donc Liverpool, je peux te dire que c'est pas le même niveau de jeu pour des mecs qui sont avec des champions tous les deux. Ouais. Liverpool, c'est sympa, effectivement, ça va vers l'avant, mais quand tu vois les problèmes, les finitions, bon d'accord, la Mané est pas là, déjà, ça en enlève beaucoup, puisque c'est quand même le gars qui en pointe, enfin pas en pointe, mais finalement crée et finit pas mal d'actions du côté de Liverpool. Dès qu'il est pas là, ça devient compliqué. Mais alors derrière, c'est une catastrophe. Autant Dortmund, les autres années, prenait des valises comme l'héritage de Klopp en fait. Et derrière les contres, c'était porte ouverte. Autant cette année avec le nouvel entraîneur, j'avais exactement les deux différences. Je voyais l'équipe de Klopp et une nouvelle maintenant du coup qui n'est plus la sienne, qui n'a plus son héritage complètement. Et ça va être galère pour eux en Ligue des Champions parce que dès qu'ils vont se trouver contre des équipes, même en championnat d'ailleurs, des équipes un peu rapides derrière, genre cette année, Bournemouth, ça va être compliqué, mais quand il va falloir, je sais pas, jouer Burnley par exemple cette année, qui va super vite à l'avance, ça va être très très compliqué, parce que c'est galère de pas savoir défendre, alors que d'ailleurs ils ont fait match nul contre Burnley il y a 2 semaines, il me semble. Ils ont du mal avec ça. C'est ça, tu peux pas prétendre à quelque chose en première ligue, d'ailleurs dans les autres grands championnats aussi, parce que c'est pas que là, si ta défense s'ouvre dès que tu perds le ballon à 40 mètres des buts adverses, et c'est le cas. Ouais, c'est clair. Et là, Okazaki, il y a une ou deux qui peut mettre au fond, ça rentre pas. Mignolet, il rattrape son énorme connerie en sortant le péno qui est pas forcément très très bien tiré. Mais voilà, ça prend 3 points et c'est une belle victoire extérieure parce que gagner à Leicester, maintenant c'est un peu plus commun, mais il faut quand même aller le faire, surtout Liverpool, mais je sais pas, c'est vraiment en demi-teinte. C'est une bonne question d'offensif-défensif. C'est juste qu'on a l'impression qu'il y a 2 équipes en fait à Liverpool. Il y a celle qui est devant, celle qui est derrière. C'est très bizarre. C'est vrai. Puis rien que pour le recrutement, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu fous 40 millions sur un Oxlade-Chamberlain. Moi personnellement, je suis fan d'Arsenal de base, hein, et quand j'ai vu Oxlade partir à Liverpool, j'ai ri pendant 2 heures. Et, c'est ça. Et t'as vu le prix, t'as rigolé encore après. Puis tu sais, franchement, j'étais vraiment content pour Arsenal, j'étais content qu'ils partent parce que c'est un peu un poulet sans tête. C'est un ailier anglais, quoi. Hein, bon, il y a des ailiers anglais qui sont plus intéressants que lui. Et ils ont mis les sous sur Oxlade-Chamberlain qui, au final, je sais pas ce qu'il va apporter dans cette équipe.
Enfin, en tout cas, il prétend pas être titulaire là-dedans, là. Et à la place, tu recrutes personne derrière. Tu joues avec Lovren Matip. Alors Matip, il est très intéressant, hein, d'accord. Après, je pense que notamment quand Liverpool prend des contres, c'est un joueur, c'est un peu le Mertesacker du Liverpool. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il manque clairement de vitesse et d'explosivité, on va dire. Et puis surtout, Liverpool, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, alors certes, Klein, il est souvent blessé, mais leurs latéraux, Les latéraux, c'est une catastrophe, oui. laisse tomber, quoi. Je veux dire, ouais, un mec comme Moreno, offensivement, il est très intéressant, hein. Mais derrière, enfin voilà, et Klopp, faut qu'il arrive à se dire que voilà, derrière, il faut améliorer la chose parce qu'ils vont prendre des roustes en Ligue des Champions. Et voilà, ils en ont pris une contre City, hein, contre une équipe qui offensivement est l'une des meilleures, voilà, du championnat et même possiblement d'Europe. Enfin voilà, moi Liverpool justement, j'ai regardé ce match par rapport à ça, voir si on va avoir un changement, puis au final c'est same old story, on va dire, c'est un peu la même histoire. C'est ça. Après, bon, City, il y a eu quand même le carton rouge jusqu'à. Oui. J'étais au pub en Angleterre à ce moment-là, et jusqu'au rouge, quand même, bah, ça tenait, hein. C'était assez équilibré comme match. Oui, c'est vrai. Il y a eu le but, mais bon, derrière, quand tu prends un rouge et que en plus tu perds Mané, déjà tes contre-attaques, c'est fini. Et prendre un rouge à l'Etihad, bon, bah, ça devient très très compliqué. Ouais, puis moi je trouve que personnellement, en dehors de l'attaque, qui est clairement, comme tu dis, une attaque champagne, hein, ça va très vite, les contre-attaques sont assez figurants. Je trouve le milieu Chan Anderson, Wijnaldum assez pauvre, hein. Alors là, Anderson, on va pas lui retirer, il a fait un match excellent. Mais Wijnaldum et Emre Can à côté, c'était une catastrophe, hein. On peut en parler de la défense, mais il faut aussi avouer qu'elle n'est pas du tout protégée par ses milieux. Bah non, clairement ça part pas. à l'abordage et dès qu'il y a un contre, de toute façon, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bah, c'est ce que tu disais, Donatien, il y a deux équipes à Liverpool, une attaque, une défense. Et il manque peut-être justement ce lien entre l'attaque-défense et justement ce repli défensif. Et exactement, au milieu, il n'y a rien, oui. C'est ça, bah, comme vous venez de le dire, ils se projettent tous. À partir du moment où la balle est perdue, faut revenir, et quand c'est Emre Can qui court, t'as le temps de partir devant. En plus, on s'aperçoit que Wijnaldum, Henderson, Can, il me semble que c'est des milieux de base à vocation défensive, si je me trompe pas. Enfin, surtout pour Henderson et Can. Parce que Wijnaldum, non. Voilà, Wijnaldum à Newcastle, il jouait un peu plus à l'avant. Mais Henderson, Can, de base, c'est un peu des milieux défensifs, en tout cas, à vocation un peu plus défensive. Klopp leur donne a priori des directives, voilà, qui sèment un peu la pagaille. Enfin, ça protège justement pas la défense, comme vous avez dit. Ouais. C'est surtout étonnant en venant de la part de Emre Can, parce que faut pas oublier que ce gars-là, alors certes c'était du dépannage, mais il a joué quand même une paire de matchs en tant que latéral à Liverpool. Donc, moi je commence à me poser de plus en plus de questions sur entre guillemets la légitimité de Jürgen Klopp, parce que les problèmes sont récurrents, ils sont là depuis son arrivée, et il y a rien qui évolue dans ce sens-là. Les centraux ils sont hyper lents, il y a aussi un gros manque de communication, hein. Enfin, je veux dire, je crois que c'est sur le deuxième but qui prennent Vardy. Non, c'est sur le penalty, pardon, sur la faute de Mignolet. Il est abandonné par Matip et Lovren, hein. Vardy, il démarre 5 mètres en retard des autres, mais il arrive au ballon avec un bon 5 mètres d'avance. Donc le problème, il est là aussi, hein. C'est que Jürgen Klopp, je sais pas. Moi, j'avais été étonné de le voir. Je sais pas si vous vous souvenez, il était passé dans une émission sur Sky Sport il y a de ça 2 saisons. Ouais. Et où le présentateur, il lui avait mis en fait comme une grande tablette en fait avec des jetons dessus, en fait un tableau de foot classique. Et lui avait demandé un petit peu les directives qu'il donnait à ses joueurs pour ses déplacements sur le terrain. Et il avait répondu assez bêtement en fait, hein, que les joueurs ils ont un placement libre, mais quelle que soit la situation, quel que soit le poste, quel que soit le rôle qu'il a dans la tactique du jeu, il a un placement libre. À partir de là, comment tu vas avoir une cohérence? Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ouais. Non, je te rejoins là-dessus parce que moi j'ai un mec qui s'appelle Wenger dans le club d'Arsenal et tu lui donnes un tableau aussi, alors il va te dire des trucs très très intelligents et très machin et tout, mais les joueurs ils ont un placement libre aussi et ça pose d'énormes problèmes. Alors avec son nouveau système, on en parlera peut-être tout à l'heure d'Arsenal, je sais pas, mais moi à l'époque quand Klopp il était sans club, les gens d'Arsenal quand ils voyaient Klopp libre et puis qu'ils en avaient marre de Wenger, enfin c'est pas nouveau qu'ils en ont marre de Wenger, et moi le premier d'ailleurs,
je me suis dit, comme tous les autres, enfin grande majorité, ouais, Klopp, ça peut être pas mal. Sauf que tu réfléchis, tu regardes les matchs de Dortmund, et tu te dis, mais en fait, on va avoir le même Gus. Hein. On va avoir un Wenger bis, un mec qui donne de la liberté à ses joueurs, qui prône une identité de jeu, et que derrière, ça va être une catastrophe. Et au final, à Liverpool, voilà, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait 2 ans, parce que je crois qu'il est arrivé en cours de saison pour remplacer Rodgers, il me semble. Mais voilà, il y a pas Liverpool, on a la même équipe qu'il y a 2 ans. Hein. Enfin, personnellement. Après, il y a 3 choses avec Klopp, c'est que déjà il a commencé en Allemagne, donc la Bundesliga c'est très 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 ouvert. Tactiquement c'est très rapide, donc il s'est adapté par rapport à ça. Il a repris un Dortmund qui était catastrophique, il en a fait une machine de guerre. Ouais, donc c'est impressionnant. Il s'est adapté très bien, il a réussi à faire quand même 2 ans d'affilée avec le titre contre un Bayern qui était déjà énorme, plus un doublé Coupe Championnat, une finale de Ligue des Champions avec cette équipe, donc c'est quand même quelque chose. Et en fait là où je pense que il y a un problème, et je pense que c'est le même problème avec Wenger d'ailleurs, c'est pas une question de problème avec l'entraîneur en fait, c'est qu'il donne de la liberté, mais il donne de la liberté avec tous les joueurs, c'est-à-dire que c'est pas que sur leurs 11 il les laisse faire, c'est-à-dire que quand tu fais ça avec 11 joueurs intelligents, ça fonctionne. Quand tu fais ça avec 11 débiles, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Et le 11 de Arsenal en ce moment, ou le 11 de Liverpool, t'as peut-être 2-3 mecs intelligents, vraiment intelligents dedans, mais ça suffit pas. Ouais, bah, tu vois, par exemple, là, tu pointes le doigt sur quelque chose où je suis vraiment d'accord, c'est pour Arsenal, un mec comme Mertesacker. Le mec, il est critiqué à fond. Ils attendent qu'une chose, les supporters, c'est qu'il parte à la retraite et qu'il rentre dans le staff. Mais c'est un mec intelligent. Il n'a pas de vitesse. Il est intelligent. Son placement qui fait tout. Et aujourd'hui, tu as recruté un Mustafi à 40 millions, tu dis ouais super, on a un champion du monde, il est super cool en plus, il va vite, il est impressionnant, il a des bonnes stats en Liga. Ok, très bien. Sauf que tu le vois jouer, et ben tu as un Mertesacker qui te manque, parce que en termes de placement et d'intelligence de jeu, Mustafi c'est pareil, c'est un poulet sans tête, hein, ce gars-là. Et Mertesacker, il apportait justement cette sérénité de placement. Et je pense qu'à Liverpool, justement, voilà, on a un football champagne et des joueurs qui ne sont pas forcément assez... Enfin, voilà, il n'y a pas assez de joueurs intelligents en termes de placement, etc. Ça. Pour compenser. Et le troisième point, quand même, c'était que faut pas oublier que Klopp, venant d'Allemagne, il a quand même souvent les yeux là-bas. Et je vous rappelle que cet été, il a fait des pieds et des mains pour essayer de choper Nabil Keita, du coup, à Leipzig. Et Keita, c'est pile le joueur qui sait faire le lien justement entre la défense et l'attaque. Ouais. Ils ont essayé de le prendre, mais comme je sais plus, ils ont monté à 90 millions il me semble, et Leipzig n'a pas lâché. En même temps, ils n'ont pas besoin d'argent de leur côté. Et que le joueur voulait partir, et finalement il a prolongé pour une saison et partir la saison prochaine apparemment. C'est ça. Mais en fait. C'est ça, mais du coup ça va être très compliqué. Avec un joueur comme ça, Klopp il a son équipe, il a quelque chose. C'est genre le Nouri Sahin qui avait à Liverpool, à Dortmund et qui pouvait tenir justement. Mais en attendant, il se retrouve avec des joueurs à vocation offensive ou un Emre Can qui justement en Bundesliga se projetait beaucoup, sauf que se projeter en Angleterre quand personne autour de toi fait l'effort pour revenir, ça marche pas. Je suis d'accord, c'est vrai. Bon, c'est un peu évadé sur Liverpool. Au final, il y avait pas mal de choses à dire. Moi, j'aimerais bien revenir sur un club pour rester un peu dans le cadre des flops. C'est un club, je comprends pas, moi, leur truc, c'est Crystal Palace. Alors, bon, certes, tu joues contre Manchester City qui a une attaque un peu de feu. Voilà. Tu regardes leur équipe bis, c'est impressionnant. Hein. Bon, au final, c'est pas une honte d'en prendre 5 contre City à l'extérieur, mais Crystal Palace, c'est 0 points en championnat. C'est une valse d'entraîneur. 0 but marqué. Voilà, 0 but marqué. C'est un record, je crois. Hein. Je crois que alors, il me semble que c'est jamais arrivé. Ça, il y a Portsmouth qui avait 0 points, mais ils avaient marqué, je crois, à l'époque. Oui. Il y a même Derby avait réussi. Quand la saison ils font 11 points, ils avaient réussi. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, ils en marquent 0, ils en prennent 13, 0 points. Tu vires un entraîneur au final. Moi je l'ai senti venir. Hein. Alors j'ai oublié son nom. Ce gars-là, c'est Debour. Franck Debour. Ouais. Moi je l'ai senti venir à la quenelle. Hein. C'était magnifique. Personnellement, j'étais à Burnley Crystal Palace. Et Burnley ouvre le score à 3e minute. Derrière, les supporters qui se mettent à chanter le Sacked in the morning, you'll sacked in... bref, que Debour va se faire dégager. Le lendemain, il se fait virer, forcément. Et
quand tu vois qui prennent à la place et comment ça va fonctionner, ben ça va faire toujours la même chose parce que Palace l'année dernière ils sauvent parce qu'ils font une bonne deuxième partie de saison, parce qu'il y avait Zaha qui était en feu et là il est blessé. Donc il revient tout juste là, ça devrait dynamiser un petit peu quand même, mais c'est une équipe qui manque quand même de talent, mais enfin je veux dire Swansea aussi, West Ham cette année ça va être une galère, Bournemouth c'est bizarre aussi, mais Palace pour moi c'est Newcastle. Palace ils ont perdu Benteke en plus là je crois sur blessure il me semble. Ouais. Après, je peux dire que le niveau actuel de Benteke, c'est peut-être pas un mal qui se pète pour mettre quelqu'un à la place. Hein. Oui, c'est bizarre parce que j'ai pensé Benteke quand tu as dit talent, mais en fait non, je me trompe. Pardon. Alors, on va dire que Christian Benteke, il n'est pas non plus du tout adapté à ce système. Quand De Boer est arrivé, il a pris la philosophie de jeu de Allardyce, qui avait quand même plutôt bien fonctionné en deuxième partie de saison, hein, qui était une philosophie très simple, hein, on bétonne derrière. Oui, et on balance des longs ballons sur Benteke. Et après, il essaye de se débrouiller comme il peut. Et avec un petit peu de chance, il y aura du soutien, chose que Zaha faisait très bien. C'est ça. Aujourd'hui, De Boer est arrivé avec une philosophie Ajax, avec un jeu de balles qui doit atterrir absolument dans les pieds. Sauf que, moi je trouve que Loftus-Cheek arrive encore à peu près à se démerder dans tout ce bordel, mais en dehors de ça, on n'a pas de joueur de ce calibre capable de jouer ce type de jeu, quoi. Et puis en plus, vas-y. Du coup, tu regardes le papier, les noms en plus. Enfin, moi je vois une équipe comme ça, Crystal Palace, je me dis c'est prometteur quoi. Tu vois Schlupp, Townsend, Loftus-Cheek, Cabaye, Van Aanholt, Sakho, Fosu Mensah aussi. Enfin, c'est pas dégueulasse quoi, j'ai envie de dire. Mais comme tu l'as bien souligné, Quentin, c'est que la philosophie de jeu à l'Ajax, ça correspond pas au type de joueur. Mais il faut savoir aussi que là à Burnley, ils perdent 1-0, mais quand physionomie du match, c'est juste ils ont toutes les occasions. Ils prennent un but stupide parce qu'il y a un alignement, mais genre dégueulasse derrière, mais vraiment dégueulasse pour le coup. Et ça part, comment dire, en contre, ça ouvre le score rapidement. Et derrière, mais Palace crée du jeu. Townsend a fait un match énorme, vraiment énorme. Il y a comment il s'appelle, Cabaye qui était propre aussi parce que c'est son registre de jeu de pouvoir jouer comme ça. Mais c'était vraiment un problème de latéraux, je trouvais, qui montaient pas assez. Mais sinon, ça se crée des occasions, ça y allait. Mais par contre, devant le but, c'était dégueulasse. Des frappes trop croisées, enlevées, 2-3 sauvetages sur la ligne en feu quand même de Burnley. Et puis ça fait un match perdu et pof. Un de plus. Et de mémoire, on avait un Scott Dan qui était aligné derrière et qui, lui, pour le coup, avait fait aussi un match assez énorme dans la récupération. Il a fait un gros match. Il met une tête sur la ligne aussi. Il a failli marquer dans ce match-là. Enfin, il fait un très très gros match. Hein. Ah oui, puis il avait éteint Vox sur les ballons aériens. Le peu de dégagement qu'ils avaient à négocier, Scott Dan prenait tout, quoi. Donc, c'était Wood, du coup, qui était là. Wood, ouais, pardon. Vox était rentré après. Après, pour Crystal Palace, avec Roy Hodgson, vous en pensez quoi? Comment vous voyez l'avenir de Crystal Palace dans cette saison avec Hodgson, justement? Championship. Hodgson, c'est pas possible. Ça fait partie justement Hodgson, Allardyce, Drupi aussi. Allardyce peut pas piffrer, mais il faut avouer une chose, c'est qu'il a sauvé Crystal Palace. Complètement. Mais il faut pas lui demander de faire du jeu. C'est-à-dire qu'il est, tu le prends, c'est Hervé Renard, tu le prends pour 5 matchs. Voilà. Non mais c'est vrai, tu prends un mec comme ça pour 5 matchs, il te fait quelque chose par contre, très bien, il sait le faire, mais il faut pas construire avec, c'est mort. Moi Roy Hodgson pareil, je sais pas. Non, c'est catastrophique. Non, c'est pas mieux. Hein. Mais voilà, Crystal Palace, peut-être c'est un peu similaire à Swansea dans les problèmes, c'est-à-dire ça vient peut-être d'en haut aussi, on en parlera de Swansea là d'ailleurs dans quelques instants. Moi j'ai retenu ça de la dernière journée. Et il y avait aussi un autre match que j'ai trouvé intéressant et que j'attendais, c'était le fameux match Everton-Bournemouth, parce que Everton justement ce début de saison était un peu compliqué, ils ont un recrutement XXL, hein, franchement moi j'étais épaté par les noms qui arrivaient justement à Everton, et il faut avouer que Coman, que je porte en haute estime, il a fait des choses quand même très intéressantes, notamment à Southampton.
Bah, il a du mal. Hein. Il a du mal, le Coman, quand même. On dirait qu'il trouve pas, en fait, une philosophie de jeu, ou en tout cas, il trouve pas de dispositif adéquat à ses joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout qu'il avait une énorme pression, parce qu'il avait demandé et mis déjà, il avait sommé ses dirigeants depuis un an de pouvoir lui permettre de faire des mercatos corrects avec ce qu'il voulait. Là, il a récupéré tous les joueurs qu'il voulait, peut-être même trop, notamment un de trop, bon voilà. Mais je sais pas, quand tu vas chercher des joueurs, et quand tu vas récupérer des joueurs comme ça et que t'arrives pas à aligner 3 passes derrière, mais enfin c'est pas possible. D'accord, on sait très bien que quand tu recrutes beaucoup de joueurs et que tu changes ta philosophie de jeu, c'est compliqué de s'adapter. Mais il récupère Rooney qui est quand même pas du tout un débutant et qui quand même a joué au football dans sa vie, parce que j'ai beau pas blairer United, ça joue au foot. Quand on parle de Gylfi, je pense que niveau mec qui sait jouer au ballon, bah voilà, c'est bon. Klaassen avec l'Ajax, je pense qu'il a aussi montré 2-3 choses. C'est quand même pas des gars qui sont tous très jeunes et qui débutent dans le football. Donc de pas réussir à les faire jouer ensemble, c'est quand même qu'il y a un petit problème au niveau du coach et de l'équipe, parce que apparemment ils sont tous très bien adaptés, ça s'entend super bien. Bah il y a Ashley Williams qui est arrivé l'année dernière et qui gère tout le monde aussi comme il sait le faire avec le Pays de Galles. Donc je pense vraiment que au niveau des joueurs il n'y a pas de problème, mais de voir une telle galère. Après là ils ont réussi à renverser un match compliqué contre Bournemouth qui est pas facile à jouer, même s'ils sont en pleine galère en début de saison, ça peut les lancer. Mais là je crois qu'ils vont commencer à prendre 2-3 gros bientôt. Et ça va être compliqué. Bah après, je sais pas si Quentin t'es aussi du même avis, mais faut relativiser un petit peu. J'essaie de prendre du recul un peu là-dessus, mais Everton, depuis le début de saison, c'est Chelsea à l'extérieur, Tottenham à domicile, Atalanta à l'extérieur en Europa, United à l'extérieur. Et là, les 2 matchs qu'ils ont gagnés en championnat, ils ont gagné les 2 derniers matchs en championnat. Parce que je crois qu'ils ont gagné le match d'ouverture contre Stoke, il me semble. C'est contre Sunderland et contre Bournemouth. En fait, ils ont eu un calendrier un peu compliqué. Du coup, je pense que Coman, il a eu du mal à mettre en place justement une confiance et une cohérence dans l'équipe face à des adversaires très compliqués. C'est ça. Ouais. Après, excuse-moi, je regardais le calendrier à venir. Là, ils ont 3 matchs. Bon, ils ont l'Apollon, donc ils vont faire tourner. Mais après, ils jouent Burnley et à Brighton, donc 2 matchs pas forcément faciles. Mais derrière, c'est reparti. Hein. Ils jouent Lyon, ils jouent Arsenal, ils vont à Chelsea, ils vont à Leicester, ils rejouent Lyon. Voilà. Ah ouais, donc il va peut-être falloir qu'ils se dépêchent. Ah, ils vont à Chelsea, parce qu'ils sont déjà à Chelsea, mais c'est peut-être en coupe, non ? C'est en coupe, ouais. Ouais, mais quand même, ça arrange. Là, on est entre le 19 octobre et le 29 octobre, on va même pousser jusqu'au 2 novembre, ils font Lyon-Arsenal, Chelsea, Leicester-Lyon. Ouais, quand même. Bah, il va falloir qu'ils serrent les fesses jusqu'à Noël. Hein. C'est ça. Ouais. Tout en enchaînant 8 matchs sur un mois. Ça va être à noter. Au niveau des physiques, on va arriver dans une période octobre, où les clubs qui n'ont pas forcément fait des très bonnes préparations, et au vu du début de saison d'Everton, on peut quand même remettre en question la préparation. Ça va peut-être commencer à pêcher. Après, moi, je suis aussi étonné quand même, parce que les joueurs recrutés, c'est quand même des joueurs qui, pour la plupart, connaissent la Première Ligue, sont des habitués de la Première Ligue. Après, je vais un peu prendre la défense de Coman. Je pense que quand on change 5 joueurs dans son 11, donc quasiment la moitié, on a besoin de temps. On a besoin de temps. C'est d'ailleurs ce qu'il avait répondu à Mourinho juste après la débâcle de Everton, où Mourinho n'avait pas hésité en conférence d'après-match. Signifier aux journalistes que quand un club mettait 150 millions, il fallait avoir des vrais objectifs. Il l'avait pas nommé Coman, mais ça lui était. On connaît Mourinho. Voilà, exactement. Ça lui était entièrement dirigé. C'est très étonnant. On va voir un petit peu avec le temps ce que ça donne, mais je pense que. Moi personnellement, si je suis dirigeant d'Everton, et je ne le suis pas, je laisserai encore un peu de temps, parce qu'il faut prendre en compte le calendrier. Hein. C'est vraiment. Puis Coman, c'est pas un peintre. Hein. Je veux dire, c'est pas un Frank de Boer ou un Rodolpson. Enfin voilà, bref. Du coup, après, De Boer, c'est pas un peintre non plus, mais bon. Oui. Il a eu pour l'instant des choix de carrière niveau management au niveau des clubs, c'est qui était compliqué. Hein. C'est vrai que choisir Crystal Palace. Même avant l'Inter, dans la merde dans laquelle ils étaient. Il m'arrivait dans l'Inter, mais c'était une galère sans nom, hein, l'Inter qu'il a connu.
Ouais, mais il a d'ailleurs fait 8 journées, c'est pas ça? Il n'a pas fait 8 journées à l'hiver. Ouais, c'est clair, c'était impressionnant quand même. Les gars, on va revenir peut-être sur Swansea, parce qu'on va profiter d'avoir Donatien qui est un grand fervent supporter de Swansea malgré tout, on va dire. Et Swansea, en fait, donc Swansea aujourd'hui, c'est alors 19, 18, 17, c'est 15e, je crois, c'est ça, si je me trompe pas, ou 16e, avec 5 points. Swansea, on avait écrit God Save the Foot un article sur Paul Clement, et moi, c'est moi qui l'avais écrit, et j'avais dit de Paul Clement du bien. J'étais content qu'il vienne à Swansea parce que donc il était adjoint à Ancelotti, je crois à l'époque. Enfin, en tout cas, il était adjoint au Bayern. D'Ancelotti, mais même avant à Paris. Oui, voilà. Donc adjoint d'Ancelotti. Donc je me suis dit bon, ça peut être pas mal. En plus, il avait fait des bons résultats quand il était arrivé. Mais justement, Donatien, on va peut-être avoir un peu d'infos là-dessus. Swansea, qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà, revenons par exemple sur le mercato. Toi, justement, qu'est-ce que tu as pensé du mercato? Je vais revenir un tout petit peu en arrière avant, mais genre ça va prendre 2 minutes. Vas-y. Donc en fait, Swansea, donc c'est un club gallois. Donc ils ont choisi de se rattacher à l'Angleterre quand il y a eu la création de la Première Ligue, parce qu'avant, il faut savoir que le foot au Pays de Galles c'est vraiment secondaire, mais vraiment. C'est le rugby avant tout, et il y a très très peu de gens qui suivent vraiment le football. Genre même la Ligue galloise, c'est du semi-pro. Ouais. Et donc Swansea a fait ce choix-là. Ils ont été donc dans une sacrée panade financière suite à on va dire une direction catastrophique. Enfin, je passe tout ça, mais ils sont sauvés parce que les supporters ont racheté le club en 2000. Ils sont passés à 10 minutes de descendre en Vanarama, donc en non-league, et de plus être professionnels. Ils ont réussi à remonter derrière avec là des Brendan Rodgers, avec des Roberto Martinez jusqu'en Championship puis en Première Ligue. La Première Ligue avec dès la première saison une League Cup. Ouais. Et l'année d'après, du coup, un 16e d'Europa League chez le Napoli. Et pas dégueulasse, puisque ça fait 0-0 et on perd là-bas 3-1, assez compliqué, mais voilà. Donc, beau parcours. Après, ça s'est amélioré. Et l'été dernier, le club, enfin, une partie des mecs qui avaient donc racheté le club, des supporters, ont revendu leur part à des Américains, à hauteur de 60%, il me semble. Et oui, 60%. Et en fait, il y avait du coup Francesco Guidolin qui était comme coach à ce moment-là. Et Guidolin faisait quand même un taf pas dégueulasse. Faut le dire, c'était plutôt propre. Sauf que les Américains sont arrivés et ont voulu faire n'importe quoi, parce qu'il faut savoir que ces deux proprios, et notamment le proprio de DC United en MLS, qui est connu pour être une des pires franchises du pays. Donc c'est pas du tout un modèle de mec qui sait gérer un club de foot. Et en fait, ils ont viré Guidolin au bout de 4 journées, pareil, après avoir joué que des gros, en prétextant que c'était nul, pour foutre Bob Bradley à la place. Donc je passerai sur le niveau de Bob Bradley et sur même le type en lui-même, qui est une catastrophe, qui du coup a tenu jusqu'à Noël. Très bien joué. Derrière, d'ailleurs, petite anecdote sur les médias américains qui ont dit que de toute façon la Première Ligue ne méritait pas un tel coach, et que Swansea allait descendre parce que de toute façon lui il savait ce qu'il faisait. Ouais, là actuellement le mec est toujours sans club, et je sais plus, je crois que c'est son fils qui a été foutu au pas au Galaxy, au LAFC, enfin bref, c'est une merde sans nom là-bas, et il fait rien de sa vie du coup. Pendant ce temps-là, donc Paul Clement est arrivé, a sorti des résultats de son chapeau complètement à l'arrache, genre une victoire à Crystal Palace 2-1 sur un but d'un latéral qui jouait à Swansea depuis 10 ans et qui avait marqué une fois à la 95e, le but forcément. Bref, on se sauve complètement à l'arrache l'année dernière, notamment grâce à Palace d'ailleurs qui défonce Sunderland régulièrement. Et cet été, c'était le moment où pour la première fois on pouvait mettre de l'argent, parce qu'en fait on a donc un proprio qui est un ancien supporter, un chairman, un président qui est un ancien supporter, qui s'appelle Hugh Jenkins. Et en fait, ce type-là a toujours géré l'argent du club comme si on n'en avait pas comme avant. Donc, on n'a jamais vraiment fait des grosses recrues. On avait acheté, Bora Baston l'année dernière pour 16 millions. C'était notre recrue la plus chère de l'histoire, 16 millions en Première Ligue. Ouais. Et là, cette année, donc il fallait mettre des sous sur la table. Il y a eu le feuilleton avec Gylfi, qui du coup a fini par partir pour 50 patates quand même, ça fait pas mal. Franchement, vendre ce mec-là à ce prix-là, on le perd, tant pis, mais on récupère 50 millions. Et sauf que avec ces 50 millions, on a fait un recrutement au début intelligent,
franchement, on a été chercher Roque Mesa à Las Palmas. Moi, j'étais en Espagne l'année dernière, donc je l'ai vu, il jouait très régulièrement. Le type en milieu défensif, c'est un monstre, littéralement, et parfait pour la première ligue. On a récupéré 2-3 joueurs. On s'est débarrassé de mecs genre Montero qui était bon, hein, mais tout le temps pété, donc à force, il servait à rien. Et c'était intelligent jusqu'au dernier jour du mercato, c'est parti complètement en live, où on a récupéré Renato Sanchez au nez à la barbe de tout le monde parce que Paul Clement a eu l'idée de prendre un prêt sans option d'achat, puisque de toute façon on ne pouvait pas le garder derrière. Donc c'était bien. On a récupéré Renato Sanchez. On a donc fait un recrutement honnêtement propre. Il n'y a pas d'autre mot à dire, puisque finalement c'est une équipe dans les buts ça allait. Bon, le problème c'est que derrière dans les centraux il a gardé Van der Horn qu'on a récupéré à l'Ajax qui catastrophe. Il a récupéré Kyle Bartley qu'on avait prêté à Leeds, et Bartley moi j'avais failli lui balancer les trucs au stade tellement il est nul. Et vraiment hein, le mec est horrible. Et finalement donc on a récupéré Sanchez, on s'est fait prêter Tammy Abraham devant par Chelsea, qui est quand même donc le jeune anglais qui avait mené l'attaque anglaise à l'Euro Espoir cet été, et on a récupéré Wilfried Bony qui est revenu. On ne sait pas si c'est bien, pas bien, voilà. Donc on avait quand même une équipe assez équilibrée, milieu de terrain costaud. Ah oui, puis on avait signé Sam Klukas aussi à Hull. Ouais. Mais ça c'est une spécialité de chez nous, puisque le mec il y a 5 ans il joue en Hull League, donc il n'était pas pro. Et en 5 ans il s'est retrouvé à jouer en première ligue. Sauf qu'on a déjà fait ça avec Ashley Williams, qu'on a récupéré pas pro, qui maintenant est capitaine du Pays de Galles, qui a fait une demi-finale de l'Euro. On a récupéré Alfie Mawson, pas pro l'année dernière, et là il a la porte de la sélection anglaise. Voilà, ça on sait faire. Donc on avait une équipe sur le papier hyper équilibrée. Et le problème, là où tu défendais Paul Clement, c'est que Paul Clement fait n'importe quoi. Genre vraiment n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il a, mais il a décidé de passer à 5 derrière. Ce qui est bien, honnêtement, ça peut être bien. Genre à Tottenham, l'année dernière on avait pris 5. Là, on est passé à 5 derrière. Bon, on a subi genre 28 frappes. Il y a eu 3 barres et il y a eu 2 pénaux non sifflés. On fait 0-0, super, mais on prend un point. Sauf que, tu vois, ce week-end, Swansea accueille Watford. Watford, qui est quand même dégueulasse depuis le début de saison. Enfin, à l'extérieur, un peu mieux, mais sinon, dans le jeu, c'est pas bon. Ça prend des résultats, mais c'est pas bon. Et on commence contre Watford en 5-4-1, avec une seule pointe et... c'est genre Bonny tout seul devant, donc le mec qui peut pas faire une contre-attaque puisque il est trop lent. Et pour l'épauler en ailier, Jordan Ayew avec Sanchez sur le banc, Roque Mesa sur le banc et des mecs comme ça. Ils étaient pas prêts selon lui, ou c'était purement tactique? Mais ça, par exemple, Mesa qu'on a signé ne joue pas. Il a joué 90 minutes contre United où on prend 0-4 et sans lui on en prend 10 parce qu'il sauve ce qu'il peut. Il a fait 90 minutes en coupe, là à Reading, où il fait un très très gros match, et tout le monde a dit qu'il avait fait un gros match et que c'était son niveau. Et là, sur le banc, sauf que la mi-temps contre Watford, pour vous passer les détails du niveau de jeu, on n'avait pas touché un ballon et on était mené à 0. Et du coup à la mi-temps, il a fait rentrer Roque Mesa parce que c'était obligé. Il a fait rentrer Abraham parce que c'était obligé. On a mis le pied sur la balle, on a égalisé. Et puis on prend un but à la con en fin de match. Là pour le coup, on prend un but à la con. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il y a Mawson qui sacrifie pas quand il faut attaquer le joueur parce que il avait juste à le défoncer. Et il l'a pas fait, mais à la mi-temps, il s'est retrouvé à devoir faire 2 changements pour faire repasser en 4-4-2. Ça a été hyper efficace, c'était hyper bien, franchement, il n'y avait pas d'autre mot. Ça jouait au football depuis un bout de temps. Et c'est là, on est quoi, 6e journée, ça fait 3 fois qu'il est obligé de faire ça parce qu'il se gourre sur sa composition de départ. Ouais, c'est vrai qu'il passe un peu pour un blaireau à faire ça en fait. C'est vrai Voilà, donc j'ai essayé d'être assez succinct, mais le problème actuel c'est qu'on a des joueurs, on a des mecs de talent parce que Renato Sanchez c'est quand même meilleur jeune européen l'année dernière et là c'est début de match. Je pense qu'il va se faire découper à un moment, il va se prendre 6 mois d'arrêt parce que c'est pas possible. À chaque fois il fait des crochets, des petits ponts, des grands ponts et ça passe. Ouais. Et franchement c'est fort, c'est très très fort. C'est même pas pour vanner, c'est le mec est au-dessus, clairement il devrait jouer au-dessus. Et on a une équipe propre, sauf que on fait des choix absolument pas cohérents. Et résultat des courses, on est catastrophique. Et on plante pas en plus, on marque pas. On a en dehors de Crystal Palace qui n'est pas dans la première ligue actuellement puisque pas de but et pas de points. Et sur 19 autres équipes, on est la pire attaque. On a marqué 3 fois en 6 matchs.
Ouais. Bah, et toi, Quentin, qu'est-ce que t'en penses de Swansea? Est-ce que tu as regardé un match dans la saison de Swansea? Parce qu'après, il faut s'adapter par rapport à ce que diffuse SFR Sport et puis les streams. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de Swansea, justement? Là, on nous a posé toutes les bases, on va dire, des difficultés. Moi, le seul match de Swansea que j'ai vu, c'était face à United, donc le premier match de la saison, il me semble. Deuxième. Second match de la saison. 0-0 à Soton avant. Exactement. Je les avais trouvés honnêtement pas dégueulasses. United marque sur un but de Bailly juste avant la rentrée au vestiaire. Ouais. En dehors de ça, il me semble que c'était Ayou qui était plutôt à l'aise dans le jeu. Ayou est plutôt à l'aise, ouais. Ah ouais, vraiment. C'est pas une vanne. Il y avait un central aussi dont j'ai oublié le nom. C'était Federico Fernandez qui a été joueur du mois le mois dernier justement et qui est il est monstrueux. Il tient tout derrière. Sans lui, on n'aurait pas de victoire déjà parce que quand même je précise, on a quand même donc 5 points avec une victoire en 6 matchs. Notre victoire, c'est à Crystal Palace. Ouais. Voilà. Et Federico Fernandez tient le match derrière tout seul, il cadenasse Benteke toute la rencontre et il sauve 2 tacles à bout de portant alors que ça allait rentrer. Donc chaud, on va dire. Mais oui, en dehors de ça, ouais, non, c'est pas un club que j'ai suivi particulièrement. J'ai vu le mercato comme tout le monde. J'ai trouvé qu'ils ont fait des bonnes pioches, notamment Tammy Abraham, qui était, si je me trompe pas, double meilleur buteur en Championship depuis 2 ans, donc. Non, en Championship, c'est pas possible puisque c'était Chris Wood avec Leeds qui l'était. Non, c'était en championnat européen, non, c'est pas ça pour Abraham. Les Anglais qui ont été champions là, non? Champion d'Europe chez les jeunes en U21. Voilà. Je crois qu'il a été meilleur buteur du coup. Ouais, oui. Et sur la saison également avant? Sur la saison, il était en U23, il me semble, avec Chelsea. Ouais, il n'était pas prêté, il me semble, Abraham. Parce qu'il est vraiment très jeune, très très jeune. Oui, il est très jeune. Non, écoutez, j'ai dû confondre. Mais en dehors de ça, ouais. Bon, après le retour de Bony, je savais pas trop quoi en penser parce que c'était un joueur personne ne sait quoi en penser. Donc on n'a pas trop de retour sur ces dernières saisons. L'avenir nous dira si oui ou non c'était un bon choix. Voilà quoi. Après, moi Bony, je suis pas personnellement pareil. Hein. Moi ce joueur-là, j'ai vu des vidéos de lui où voilà, je crois qu'il chantait avec ses coéquipiers. Il a l'air super sympa comme mec. Hein. Ah ouais, c'est parce qu'en fait il y a eu un chant. Comme à l'époque il était arrivé des Pays-Bas en fait, et il est devenu meilleur buteur de Swansea. Il avait cartonné. C'est là où on avait vendu du coup derrière à Manchester City, ouais, pour 40 millions quand même. On l'avait acheté genre 14 je crois. Et effectivement il y avait une chanson, c'était So Come On Wilfried Bony Score Some Goal for Swansea. Ouais. Et We'll Go Wild Wild Wild. Et du coup le club a fait toute une com là-dessus sur le fait qu'il revenait. Donc son annonce de transfert, c'était le chant, enfin lui qui chantait tout doucement avec l'annonce du transfert en fait qui se mettait en même temps. Et là ça fait 2 semaines que le club se fait bâcher la tronche en disant que on prend pas un joueur juste pour faire un coup marketing. Non mais c'est vrai, enfin moi perso j'ai déjà un peu de mal les joueurs qui sont partis d'un club et que 2-3 ans après ils reviennent. Moi je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse au final. Enfin alors peut-être qu'il y a des contre-exemples, hein, j'en ai pas forcément en tête, mais moi quand j'ai vu Bony revenir à Swansea, je me suis dit Swansea il aurait pu quand même viser un peu mieux, ou alors quelqu'un d'autre qui n'était pas forcément un ancien du club. Alors bon, Bony du coup il a fait un flop à City. Mais non, franchement, moi Swansea, je trouve ça dommage parce que à l'époque, c'est l'année où justement l'Europa League ils ont fait quelque chose d'impressionnant. Moi, j'adore cette équipe. Hein. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils montraient. Et puis, de toute façon, quand on aime le foot, on aime bien un peu les outsiders, enfin les petits clubs qui arrivent à bousculer un petit peu les choses. Et voilà. Mais là, Swansea, ouais, justement, je voulais profiter que tu sois là, Donatien, pour en parler parce que j'avais écrit un article l'année dernière quand Pau Clément était arrivé. J'avais un peu d'espoir et puis si je ressors l'article aujourd'hui, je passe un peu pour un con parce que au final. Ouais. Puis je t'avais justement demandé des infos sur Swansea. Ouais. Tu m'avais parlé des dirigeants, hein, je me souviens. Ouais, je m'en souviens. En fait, faut savoir que il y a quelque chose d'assez impressionnant à Swansea en fait, et finalement d'assez important. Je finirai là-dessus pour le club parce qu'on aura fait le tour. Ouais. C'est qu'en fait, entre la Ligue 2 et la Première Ligue, quels que soient les coachs, en fait, le premier qui a monté le club de la Ligue 2, c'est Roberto Martinez, qui était du coup joueur à Swansea avant et qui était devenu coach.
Et en fait, il a mis en place le 4-2-3-1 avec le jeu au sol avec des ailiers rapides. Et en Ligue 2, en Ligue 1, en Championship, en Première Ligue, tous les coachs ont gardé ça. On avait Nathan Dyer, Routledge, des mecs comme ça qui justement des ailiers. Et en fait, Guidolin l'avait gardé. Enfin, Laudrup avant lui l'avait gardé. Guidolin l'a gardé. Et Bradley l'a fait péter. Et Vol Clement aussi. Et depuis que ça a pété, pour jouer c'est hyper compliqué. On se retrouve avec des schémas qui sont pas du tout dans l'ADN du club et on comprend pas, on n'arrive pas quoi. Ouais, je vois. Ouais, bah écoute, ouais, je pense qu'on a fait le tour sur Swansea. Est-ce que Quentin, tu veux rajouter quelque chose ou parler d'un autre club pour terminer ce podcast? On va pas tarder à finir. Non, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'équipes. On n'a pas vraiment parlé juste d'Arsenal, qui ont joué hier soir. Je sais pas trop ce que vous pensez en fait. Hein. C'est une équipe qui est un petit peu un coup dedans, un coup dessus, voilà. Ça enchaîne sur deux types de formations. Bon, moi j'ai regardé le match. À trouver quelque chose de cohérent en tout cas dans la longueur. Hein, Bah écoute, moi j'ai regardé le match et ça faisait pas mal de matchs où je entre guillemets boycottais, même si j'avais pas forcément le temps. Mais moi Arsenal, cet été j'ai complètement lâché parce que je pétais un câble. Hein, franchement, avec la prolongation de Wenger et le recrutement. Déjà la Lacazette, j'étais pas trop satisfait. Il s'avère que je me trompe pour l'instant. Hein. Je dis bien pour l'instant parce que les joueurs qui viennent d'arriver, en général, leurs 6 voire 10 premiers matchs, ils sont bons et puis après il y a un moment de remous. Moi j'ai regardé les matchs hier, j'ai trouvé Arsenal offensivement très intéressant. Ils avaient proposé un milieu Xhaka, El-Neni avec Ramsey devant, un cran au-dessus. J'étais pas forcément, j'étais un peu sceptique là-dessus parce que El-Neni fait des passes latérales, c'est bien. Xhaka, ses passes courtes sont pitoyables et ses passes longues sont très intéressantes. Hein. C'est un joueur qui a un jeu long assez impressionnant. Et bien sûr, Wenger a mis Mustafi au centre de la défense. Ça a marché hier, même si en fait on s'aperçoit quoi, c'est que face à West Bromwich, on a pris le bouillon total. Alors on a marqué à la 20e minute une tête de Lacazette sur un coup franc de Sanchez qui tombe sur la barre, détonné par le gardien, et Lacazette surgit en renard des surfaces. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, enfin, on va pouvoir souffler, on va pouvoir dérouler un peu notre jeu. Mais il s'avère quoi? Il s'avère qu'on a une défense voilà, c'est une défense un peu... Alors, en fait, on a une défense à 3, Mustafi, Koscielny, Monreal, et Bellerin et Kolasinac sont en piston latéraux. Et il s'avère que Bellerin et Kolasinac, ce sont des joueurs assez offensifs. Et quand on prend des contres, Xhaka, il n'arrive pas à protéger sa défense. Il monte un peu trop et puis il a des pertes de balles qui sont très dangereuses. Et derrière, tu as un Mustafi qui réfléchit pas quand il tacle. Et le joueur qui est sorti du lot vraiment et qui est man of the match, c'est Monreal qui nous a sauvé la baraque. À un moment, il nous a sauvé un but sur la ligne. Voilà. Moi, là, je suis sceptique, c'est parce que Wenger, alors là, il joue en 3-5-2 en fait. C'est assez bizarre. Tu peux appeler ça 3-5-2 ou 3-4-3, enfin peu importe. Ou 5 derrière, je sais pas comment on peut parler du dispositif. Mais Wenger, en fait, il s'est dit, bon bah tiens, face à Chelsea, je vais foutre 3 défenseurs derrière. Il s'est aperçu que ça a marché. Et il s'est dit, bon bah je vais continuer comme ça. Sauf que moi, je pars du principe que déjà, une équipe, l'idéal, ce serait de faire connaître à l'équipe 2 systèmes et en fonction de l'adversaire. Là, tu joues contre un West Bromwich Albion qui est recroquevillé derrière et qui va jouer en contre avec des joueurs rapides. Je pense à Rodriguez notamment. Et voilà, défensivement, Arsenal, oh là là, c'était assez catastrophique. Lacazette très intéressant en déplacement. Après, je sais pas si Donatien t'a regardé les matchs. Quentin, t'es un peu sceptique par rapport à Arsenal. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match et de l'équipe d'Arsenal justement? Alors, déjà, vraiment la même chose que toi. Et si tu vois, pareil pour Paul Clement, il faut adapter par rapport à l'adversaire. Parce que tu peux pas te retrouver être dans un match où tu es censé être favori et avoir le ballon, et te retrouver avec un schéma qui fait que tu peux juste défendre et te prendre des contres dans la tronche. Parce que bon, c'est ce qui s'est passé hier finalement, même après le 1-0. Et le problème d'Arsenal, c'est que j'ai l'impression, en dehors des blessures, en dehors des joueurs qui tournent, j'ai l'impression qu'il y a toujours pas de leader, quoi, comme d'habitude.
Et ça fait un bout de temps d'ailleurs ça, qu'il n'y a pas de vrai leader dans le 11, et parce que Koscielny est très très bon, mais il n'arrive jamais à avoir tout le monde. Je veux dire, quand tu as un mec comme Sanchez, qui, comme la moitié des Chiliens actuellement, a de l'eau dans le cerveau, d'ailleurs à l'appeler le cerveau. Non, mais quand tu regardes l'équipe du Chili, je suis désolé, Vidal, Vargas, Sanchez, les mecs comme ça, Valvidia, c'est catastrophique, quoi. Ah non, mais après, Arsenal, Bravo. tu parles justement de leadership. Le vestiaire a complètement explosé en ce début de saison et même l'année dernière, c'était très très compliqué, hein. Le fait qu'on se qualifie pas en Ligue des Champions, le vestiaire a éclaté. Il y a eu une confrontation Ramsey-Sanchez à l'entraînement a priori, où Ramsey il a rappelé à Sanchez il a fait descendre Sanchez un peu de son trône, Ça, c'est Ramsey, ça. de son piédestal, parce que Sanchez, honnêtement, moi cet été, au début du mercato, je me suis dit il faut pas le vendre parce qu'on va être dans la merde, on va pas trouver mieux. Mais à la fin du mercato, je me suis dit il faut absolument le vendre ce gars-là, parce que s'il reste, il lui reste 1 an de contrat. Le mec, il nous a cassé les burnes avec son agent pour une réalisation de contrat, mais un contrat de dingue, hein. Je sais plus combien ça a monté, mais il méritait pas ce salaire, quoi. Puis même de toute façon dans le foot, les salaires c'est un peu abusé. Mais Sanchez, ça posait énormément de problèmes. On n'arrive pas à prolonger les mecs comme Ozzy Sanchez parce qu'on n'a pas envie de s'asseoir sur leur salaire. Et je me suis dit, mais Sanchez, s'il part pas, ça va être la merde, hein. Et on s'aperçoit quoi? C'est que Sanchez, sur ce match, ça s'est vu, il est plus du tout dans cette cohésion d'équipe. Moi, sur ce Ouais, il est match-là, un peu déconnecté. voilà, c'est ça. Il est totalement déconnecté. Tu regardes le match, dès qu'il a la balle, tu te dis, il va faire un mauvais choix, ou alors il va avoir la tête dans le guidon, il va aller devant. Alors, il a été altruiste, il a fait une passe décisive, je crois. Enfin, en tout cas, il a été décisif sur quelques occasions. Mais voilà, Arsenal, c'est des problèmes de fond, c'est des problèmes en termes de direction. Et dans le vestiaire, ça éclate un peu. C'est une des raisons pour lesquelles l'équipe a du mal en fait en ce début de saison. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très pessimiste sur le club. Tu sais, j'ai commencé à aimer le club en 2006 à la finale Ligue des Champions. Donc je pars du bonne base où on perd en finale. Et au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'es supporter d'Arsenal, t'attends des choses. C'est un club qui est très riche et qui a besoin de gagner des titres. Là, on en a marre, quoi. Tu te dis, ouais, c'est bien de gagner la Coupe de la Ligue. La FA Cup, c'est une coupe très importante pour l'Angleterre et pour le club. Mais tu vois, à la limite, l'Europa League, si jamais Wenger aligne des équipes bis et qui la joue pas à fond, ça va être un point de non-retour total, parce que l'Europa League, on n'est pas européen, nous, hein. On a gagné la Coupe des Foires, ou je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, là. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez d'Arsenal, mais cette année, les supporters, ils vont être très attentifs à ce qui se passe sur le terrain et hors le terrain. Voilà. Je suis pas persuadé que vraiment il va avoir un retournement, en tout cas qui viendra des tribunes. Je pense qu'en fait les supporters ils ont un peu baissé les bras, qui pour la plupart se sont dit, surtout l'année dernière au moment du renouvellement du contrat, qu'en fait peu importe les actions qu'ils entreprenaient, les manifestations, etc. qu'on a vues sur la saison dernière, si la direction décide que Wenger reste, Wenger restera. Puis Wenger, c'est la direction, hein. Franchement, c'est le mec qui décide, hein. Et par contre, je pense vraiment pas que Wenger soit vraiment le problème en soi. Je pense qu'il manque un directeur sportif avec, parce que ses choix sur le terrain sont quand même toujours très bons, et on peut pas dire qu'il est. Enfin, il est pas. Comment dire? Il y en a qui disent qu'il est trop vieux, qu'il est dans le passé, et non, c'est pas encore le cas, mais juste c'est au niveau des recrutements que il a pas d'équipe à construire, en fait. Vraiment, il a pas de leadership comme avant il avait avec les anciens. Il a plus de Tony Adams et de mecs comme ça. Et ça change tout, clairement. Et il y a un programme de recrutement, un mec comme Mustafi, un mec comme Gabriel, voilà, les deux ils viennent d'Angleterre, ils ont été recrutés par le processus DNA, en gros, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, tu recrutes des joueurs en fonction de leurs stats. Ils sont aperçus que Mustafi, en termes de stats, c'était le meilleur défenseur de Liga, devant des Ramos, des Piqué et tout, hein, voilà. Et oui, enfin voilà. Je te parle pas forcément d'une référence, mais c'est de la stat. Et en termes de stats, pareil, un mec comme Gabriel, à l'époque, meilleur défenseur de Liga. Et Wenger, il s'est dit, bon, ok, on va faire ça. Ils les ont recrutés, puis il s'aperçoit quoi? Cet été, exemple, il a voulu vendre Mustafi.
parce qu'il s'est dit ce mec-là en fait, ok il a des bonnes stats mais c'est tout quoi. Et en termes de jeu, il faut pas recruter des joueurs que par rapport aux stats, il faut recruter par rapport à la cohésion d'équipe. Et là, tu pointes le doigt sur un truc, c'est en termes de recrutement, Arsenal, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de mec qui gère les transferts véritablement. Le directeur sportif d'Arsenal, il est dépassé, et en fait, c'est un petit pion de la direction, et il fait rien, quoi. Et Wenger, il n'a pas d'assistant, enfin si, il a Steve Bould, mais quand tu regardes sur le banc, Steve Bould, il fait rien, hein. Enfin, puis il apporte pas grand-chose, ce gars-là, quoi. Et il pourrait apporter justement sur l'aspect défensif, Steve Bould. Mais voilà, Arsenal, je suis d'accord sur Wenger. En match, il peut prendre des bonnes décisions. À part des fois où il fait des changements à la 89e, je vois pas l'intérêt. Mais enfin, soit. Mais voilà, ouais. Enfin, sur Arsenal, j'ose pas trop en parler en général. Là, j'en ai un peu profité, mais parce que je suis pas forcément très objectif sur l'histoire. Mais bon, bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On va terminer là-dessus de toute façon. Si vous avez un dernier mot peut-être sur Arsenal, puis après on va stopper le podcast. En gros, je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à venir. C'est juste qu'il faut qu'ils se trouvent les joueurs, enfin au moins un ou deux joueurs à ce niveau. Parce que moi, je vois des mecs comme Ramsey en sélection tout le temps avec le Pays de Galles. Impressionnant. Il a Ashley Williams avec, il a Bale, il a Allen, et pourtant il s'efface. Dans tout ce qu'on voit, il y a eu un super docu fait sur le Pays de Galles l'Euro l'année dernière. Il était mis en avant par tous les journalistes, tout le monde, et dans le groupe, il savait s'effacer. Avant, c'est d'ailleurs lui qui avait le brassard carrément de capitaine. Il se l'est fait enlever par Gary Speed pour le donner à Williams, et il a rien dit pour le bien du groupe, et ça s'est toujours super passé. C'est un mec avec une mentalité de fou, mais c'est pas forcément un leader ce genre et je trouve qu'Arsenal, il y a beaucoup de joueurs comme ça finalement, parce que c'est pas forcément des gars qui sont des leaders, mais qui ils savent jouer, ils sont pas cons. Genre Lacazette, c'est un super joueur, Ramsey c'est un super joueur, Kolasinac c'est un super joueur aussi. Enfin, c'est vraiment des mecs qui savent faire des choses. Mais quand t'as des débiles comme Sanchez au milieu, bah forcément tu te retrouves à avoir une équipe qui est tirée vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Et c'est compliqué. Donc je pense pas que tout sera négatif à l'avenir. Ouais, bah on verra bien. Écoute, Quentin, peut-être un dernier mot là-dessus ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour, qu'on a un peu tout dit sur Arsenal, sur l'Arsenal actuel. En tout cas, on verra bien comment ça évolue, quoi. Mais j'ai l'impression que cette phrase, c'est un petit peu ce qu'on se dit depuis, au moins 3 ans, quoi. Depuis au moins 3 ans. On dit on verra depuis des années. Ouais. Bon, bah les gars, de toute façon, on n'a pas pu faire tout le tour parce qu'il faudrait des heures pour faire le tour de toute la première ligue. Je dis à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. De toute façon, God Save the Foot a sorti un débrief écrit par Adrien. Il est sorti ce matin, donc n'hésitez pas à le lire. Je vous remercie, Donatien et Quentin, d'avoir participé à ce podcast. Ça fut un plaisir. Vraiment merci. Et puis de toute façon, on va en refaire d'autres dès la semaine prochaine. Et puis vous serez réinvité dans l'avenir. Donatien, juste pour info, il est rédacteur chez 11 Mondial et tout le monde s'en fout. Donc n'hésitez pas à lire ses articles, tout aussi intéressants les uns que les autres. Et Quentin, il travaille pour Free Kick. Il est présent notamment sur Facebook avec une grande communauté et sur Twitter également. Donc n'hésitez pas à liker sa page Facebook et Twitter. Voilà. Merci les gars, je dis à nos auditeurs à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Bonne soirée. Salut.